Bon, bah tu vas parler de quoi aujourd'hui? Du boson de Higgs. Eh ben, ça va pas être du gâteau, hein. Bah si, regarde. Bonjour les padawans de la physique, Obian pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond à Hook 99 et on voit comment fonctionne le boson de Higgs. Bon, vous avez certainement déjà entendu parler du boson de Higgs. Et on vous a certainement dit que c'est le boson de Higgs qui créait la masse. C'est pas complètement faux, mais c'est pas vraiment vrai non plus. Ce que tu dis n'a aucun sens. Je m'explique. Il va déjà falloir qu'on explique ce que c'est la masse. En fait, il y a un concept qu'il faut comprendre. C'est la différence entre la masse inerte, qu'on appelle aussi la masse inertielle, et la masse gravitationnelle. La masse gravitationnelle, c'est celle qui intervient dans la formule du poids. P égale mg. Le poids est égal à la masse multipliée par l'accélération de la gravité terrestre. Mais aussi, il y a la masse inerte. Masse inerte qui intervient dans la formule de la quantité de mouvement. P égale mv, où P, c'est la quantité de mouvement, m, c'est la masse, et V, la vitesse. Mettez ça dans un coin de la tête, c'est pas hyper important, mais juste comprenez que là, on va parler de la masse inerte. Et bien, si je vous disais que la masse, c'était de l'énergie, vous me diriez certainement que c'est complètement con. Et pourtant, si on suit ce qu'Einstein a dit, E égale mc2. L'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière dans le vide au carré. Sauf qu'on l'a déjà dit plein de fois sur cette chaîne, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est une constante. Même si on la met au carré, ça reste une constante. Donc si c'est une constante, on voit bien que l'énergie, c'est équivalent à de la masse. Et la masse, c'est équivalent à l'énergie. Et là, on arrive à une contradiction. Parce que dans la vraie vie, là, tout ce qu'il y a, la matière, là, partout, nous, on a une masse. Et on n'est pas de l'énergie. On est bien quelque chose qu'on peut toucher. Ok, alors, pour bien comprendre ce que je veux vous expliquer, on va se rapprocher de quelque chose qu'on a déjà vu sur la chaîne, à savoir le modèle standard de la physique des particules. Bon, vous le savez, un atome, c'est quoi? C'est un noyau composé de neutrons et de protons. Et gravitent autour de lui les électrons. Et toute la matière qui nous entoure dans l'univers est composée d'atomes. Sauf qu'on avait vu dans la vidéo sur le modèle standard qu'en fait, les neutrons et les protons ne sont pas des particules élémentaires. En effet, il y a des petites parties qui composent nos neutrons et nos protons. Et si on prenait un neutron, juste un neutron comme ça, et qu'on le pèse, il aurait un certain poids qu'on connaît même précisément. 1,675 10-27 kg. Et comme je disais précédemment, on a dit que le neutron il est composé de particules élémentaires. 3 en particulier. 3 quarks. Un quark up et 2 quarks down. Le quark up, il a un poids lui aussi. Son poids est de 4,117 10-30 kg. Le quark down, lui aussi, il a un poids. Son poids, c'est 8,592 10-30 kg. Dans la logique, si on additionnait le poids du quark up au poids des 2 quarks down, on devrait avoir la masse du neutron. Je vous épargne le calcul, cette addition, ça donne 21,3 10-30 kg. Et là, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on est à 10-30 kg. Alors que le neutron, lui, il est à 10-27 kg. Ça veut dire que notre neutron, il est beaucoup plus lourd que la somme de ces 3 quarks. Je vais même être précis. La somme de la masse de ces 3 quarks, ça ne fait que 1% de la masse du neutron. Et elle est où la masse qui manque alors? Ah ben je sais pas. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans la vidéo des 4 interactions fondamentales. Une de ces 4 interactions, c'était l'interaction forte. Et l'interaction forte, qu'est-ce que c'était? C'était l'échange de gluons entre les quarks qui permet de les maintenir ensemble afin de créer des neutrons ou des protons. Dans notre cas, donc, de créer un neutron. Il y a donc bien une énergie d'interaction entre les quarks. En plus, nos quarks, ils bougent un peu. Donc, il y a aussi de l'énergie cinétique. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir. Il y a beaucoup d'énergie au sein de notre neutron. Et si on applique la formule d'Albert Einstein, E égale mc2, on comprend que la masse de 99% de notre neutron est due à cette énergie. Donc nous, notre corps, les objets, tout ça, 99% de leur masse, c'est de l'énergie. Ah ouais, d'accord. Bon, malgré tout, il reste quand même 1% de la masse à expliquer. Et pour expliquer ça, va falloir qu'on remonte un peu le temps. Oh, il n'y a pas si longtemps que ça. Début du XXe siècle à peu près. Au moment où les physiciens commençaient à construire le modèle standard que je vous ai déjà présenté. Et donc ils commençaient à regarder les 4 interactions fondamentales pour essayer de comprendre leur fonctionnement, afin de les mettre en équation, afin de créer, comme je viens de le dire, le modèle standard tel que nous le connaissons. Dans cet épisode, on va pas parler de 4 interactions, mais seulement de 3, parce que vous savez qu'il n'y a que 3 interactions fondamentales sur 4 qui peuvent être expliquées par le modèle standard de la physique des particules. La 4e étant la gravitation, et ça, c'est la relativité qui nous l'explique. Et donc, nos 3 interactions qui vont nous intéresser pour cette vidéo sont l'interaction forte, l'interaction faible et l'interaction électromagnétique. Lors de mon explication de l'interaction électromagnétique, je vous ai expliqué qu'elle était due à un échange de photons virtuels entre 2 particules électriquement chargées. Mais je vous avais expliqué ça sans rentrer trop dans le détail. Et donc là, ça va être le moment où je vais devoir expliquer ce qu'est une particule virtuelle. Et pour pouvoir expliquer ce qu'est une particule virtuelle,
je vais être obligé de vous expliquer ce qu'est le vide quantique. Bon, normalement, si je vous dis le vide, vous me répondez, bah c'est quand il n'y a plus rien. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. J'ai envie de vous dire, oui, mais non, c'est pas quand il n'y a plus rien. Parce qu'au niveau quantique, il y a encore des trucs. Et pour vous expliquer ces trucs qui restent dans le vide quantique, on va avoir besoin d'Heisenberg. Non, pas celui-là. Celui-là. Heisenberg est le principe que vous avez certainement déjà entendu, le principe d'incertitude. Je vais être très clair, on va aller très vite sur le principe d'incertitude, ça mériterait une vidéo dédiée. Donc là, on va faire qu'effleurer le principe d'incertitude, on va juste poser les bases. Le principe d'incertitude, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand on est en présence d'une particule quantique, on ne peut pas déterminer en même temps sa vitesse et sa position. Soit on a sa vitesse et on n'aura pas sa position, et inversement, soit on a sa position et on n'aura pas sa vitesse. On va pas aller plus loin que ça. Ça nous suffira amplement pour expliquer ce qu'est le vide quantique. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce principe d'incertitude? C'est qu'une particule quantique ne peut jamais être au repos. Eh oui, si elle est au repos, elle a plus de vitesse, sa vitesse est nulle. Si elle a plus de vitesse, donc je connais sa vitesse, elle est égale à 0. Mais si elle est égale à 0, je suis capable aussi de déterminer sa position. Donc, une particule quantique ne peut pas être au repos. Donc, selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, une particule quantique a forcément une fluctuation d'énergie. Et donc, l'état de seuil le plus bas en énergie, c'est ce qu'on va appeler l'état fondamental, l'état point zéro. Et donc, quand on dit que dans le vide, il n'y a rien, non, il n'y a pas rien. Il y a des particules quantiques dans leur état fondamental. Sauf que sur cette chaîne, on a déjà vu plein de fois que l'énergie des particules était quantifiée. Ça veut dire que notre particule quantique qui est dans son état fondamental peut être excitée si on lui amène un quantum ou plusieurs quantas d'énergie. Plusieurs donc paquets d'énergie. Lorsque ma particule quantique est excitée, elle ne fait donc plus partie du vide quantique. Et si cette particule quantique dans son état excité se désexcite et repart dans le vide quantique sans qu'on ait pu la voir ni la mesurer, eh bien cette particule est une particule virtuelle. Donc notre interaction électromagnétique où il y a présence de photons virtuels, eh bien le photon virtuel provient du vide quantique. Une fois de plus, pour ceux qui connaissent bien la physique quantique, c'est simplifié pour essayer que le maximum de gens comprennent. Et donc les physiciens de l'époque, ils se disent, bon bah ok, l'interaction électromagnétique, elle marche avec notre photon virtuel. Dans la logique, ça devrait marcher pareil sur les deux autres interactions. Parce que je vous le dis quand même, dans le modèle standard, les bosons sont des particules virtuelles. Il n'y a pas que le photon. Les gluons aussi, par exemple. Et donc, il voudrait unifier tout ça, comme je le disais, c'est-à-dire avoir le même type de théorie avec des particules virtuelles pour l'interaction forte et l'interaction faible. Mais dans le modèle mathématique, pour que ça marche, il faudrait donc que les particules aient une masse nulle. Je vous épargne quand même la symétrie, parce que là, ça alourdirait trop la vidéo qui est déjà assez complexe. Donc, juste sachez qu'en plus, il y a des problèmes de symétrie à régler dans le modèle standard pour qu'il fonctionne à l'époque. On a vu que les bosons de l'interaction forte, c'était des gluons, et que les gluons n'avaient pas de masse. Donc ça peut coller, effectivement. Mais lorsque je vous ai parlé de l'interaction faible, on a vu que les bosons W plus W moins Z0, ils avaient une masse, et une masse conséquente, environ 80 fois la masse d'un proton. Du coup, il y a un problème. Enfin, pas qu'un, il y en a même d'autres. Parce que je vous ai parlé des bosons qui devaient avoir une masse nulle, mais il n'y a pas que les bosons. Toutes les particules élémentaires devraient avoir une masse nulle. Et en plus de ça, toutes les particules élémentaires devaient être à la vitesse de la lumière. Je rappelle que dans les particules élémentaires, nous avons quoi? Nous avons certes les quarks, mais nous avons aussi les électrons, qui aujourd'hui, nous le savons, ont une masse, et que s'ils ont une masse, ils peuvent pas aller à la vitesse de la lumière. Donc le modèle standard, c'est vraiment de la merde. Je reviendrai. Enfin, sauf que le modèle standard, mathématiquement, ça marche plutôt bien quand même. Et en pratique, ça marche quand même aussi du feu de Dieu. Sauf que là, mathématiques et pratique, ça colle pas. Donc là, dans la pratique, on a des particules élémentaires qui ont une masse, mais qui devraient pas en avoir et qui devraient être à la vitesse de la lumière. Compliqué quand même. Comment faire coller les deux? Et si à la base, nos particules élémentaires n'avaient pas de masse et voyageaient à la vitesse de la lumière, mais qu'il y a quelque chose qui leur donnait de la masse et les faisait ralentir. Bon, j'avoue, cette hypothèse-là, ça fait un peu du rafistolage. C'est genre, bon, écoute, on a fait des maths, ça marche bien, on a vu en pratique, ça marche bien, sauf qu'on n'arrive pas à coller les deux. Hop là! Hé, regarde, on a trouvé une solution. On est capable de faire coller les deux en disant que ta particule, avant d'avoir la masse, elle en avait pas. Wouh! Ah oui, certains scientifiques vont émettre cette hypothèse qu'il y a un système qui est capable de faire ralentir des particules élémentaires, et plus le ralentissement va être important, plus il va prendre de masse. Ils sont fous. Et je vous le donne dans le mille, c'est ce qu'on appelle le champ de Higgs. Eh bien le champ de Higgs, il faut s'imaginer qu'il est dans le vide quantique, partout dans l'univers, d'accord? Et il est composé de bosons de Higgs. Et donc les interactions des particules avec ce champ provoqueraient le ralentissement et l'obtention de la masse de certaines particules. Pour comprendre ce système, tout le monde y va de son analogie.
Donc, moi, je vais vous présenter la mienne, donc à ma façon. J'arrive dans une boîte de nuit, il n'y a que des meufs sur la piste de danse. Sauf que moi, j'ai envie de boire un coup, je veux aller au bar en face. Vous me connaissez, j'ai le charisme d'une huître, les meufs, elles s'intéressent pas du tout à moi, elles me regardent même pas, j'ai aucune interaction avec elles, je vais tout droit vers le bar et je vais me servir une vodka Red Bull. Je n'ai donc eu aucune interaction avec les meufs. Vous me voyez certainement venir, toutes les meufs là, c'était des bosons de Higgs et l'ensemble de ces bosons formait le champ de Higgs. Bah moi dans cette histoire, je suis un photon, je suis passé dans le champ de Higgs, zéro interaction, donc zéro ralentissement, donc zéro masse et vitesse de la lumière. Reprenons la même situation, mais cette fois-ci avec un mec normal. Moi. Non, pas toi. Nous, on veut un mec avec un peu de charisme, hein, qui a un peu de beauté, tu vois. Donc lui, pareil, il doit traverser la piste de danse où il y a toutes les meufs et il veut aller boire sa vodka Red Bull. Sauf que problème, bah, vu que lui, il a un peu plus de charisme que moi, et bah, il y a 2-3 meufs qui vont se retourner, qui vont essayer de lui taper la discute, qui vont l'attraper par le col, qui vont essayer de l'embrasser, etc. Il a donc un petit peu d'interaction avec les meufs, un peu d'interaction avec le chant. Il va donc mettre plus de temps pour aller au bar que moi. Donc lui, ça va être une particule, genre un électron. Il va être ralenti par le champ de Higgs et donc il va prendre de la masse. Troisième cas, là ce coup-ci, c'est Brad Pitt. Vous vous doutez bien que Brad Pitt, il rentre, toutes les meufs lui sautent dessus, toutes. Donc il est en interaction très forte avec les meufs. Il va mettre 1 ou 2 heures avant d'arriver au bar pour pouvoir consommer sa vodka Red Bull. Donc lui, pour simplifier, ça va être un boson Z+, par exemple. Il va être très massif. Il va avoir beaucoup d'interactions avec les meufs, donc beaucoup d'interactions avec le champ de Higgs. Il va donc être fortement ralenti et donc prendre beaucoup de masse. Et bah si vous comprenez cette analogie-là, bah, vous avez compris ce qu'est le champ de Higgs et comment il fonctionne. Vous vous rendez bien compte que dans mon histoire pour l'instant, tout est théorique. Là, je vous ai expliqué le principe, on est allé très vite, mais il faut vous rendre compte que jusqu'en 2012, le boson de Higgs était théorique. D'ailleurs, c'est pour pouvoir vérifier l'existence du boson de Higgs qu'on va créer le LHC. Et le 4 juillet 2012, qu'est-ce qui se passe au LHC? Eh bien, il se passe ça. Peter Higgs est en pleurs parce que ses hypothèses sont devenues réalité. Ce qui ressemblait à du rafistolage, à du sauvetage de meubles, bah en fait ça n'en était pas, c'est la vérité. Le boson de Higgs existe et donc le champ de Higgs qui va avec aussi. Avant de terminer la vidéo, je voudrais quand même dire un petit truc. Vous avez peut-être entendu dire que le boson de Higgs était la particule de Dieu. Et non de Dieu que ça m'énerve. D'ailleurs, ça énervait aussi Peter Higgs qui était un athée convaincu. Parce que ça vient d'un physicien vulgarisateur américain du nom de Léon Lederman. Lui veut publier un livre justement sur le boson de Higgs pour essayer de le vulgariser et il l'appelle la goddamn particle. Goddamn particule, on pourrait la traduire en putain de particule. Sauf que, je sais pas si c'est de la censure ou si c'est une erreur, mais l'éditeur, il enlève le dame pour laisser la God Particle, particule de Dieu. Mais à la base, c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Et c'est pas comme ça que Léon de Lederman, de toute façon, voulait l'appeler. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas sur ce que je peux vous raconter sur le modèle standard des particules. On clôture donc avec le boson de Higgs. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnement, like, cloche. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire pour choisir le sujet de la prochaine vidéo. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Eh bien le champ de Higgs, imaginez-vous que...